Cette vidéo a nécessité 2 mois et demi de production méticuleuse. Vous embarquera dans voyage à travers la Seconde Guerre mondiale, des perspectives de l'Allemagne, du Japon, de la Chine et des États-Unis, vous permettant de vivre l'intégralité du conflit en détail, comme une pièce de théâtre vue par différentes nations. La Seconde Guerre mondiale du point de vue de l'Allemagne. Pourquoi l'Allemagne nazie, après avoir occupé la majeure partie de l'Europe, a-t-elle finalement été vaincue? Après la défaite de l'Allemagne lors de la Première Guerre mondiale, le 18 novembre 1914, les puissances alliées, notamment la Grande-Bretagne et la France, cherchèrent à empêcher l'Allemagne de se relever. Elles forcèrent l'Allemagne à signer le Dictat de Versailles, un traité inique qui entraîna la cession d'un 5e de son territoire et de toutes ses colonies d'outre-mer, ainsi que le paiement de 500 milliards de marks allemands en réparation de guerre. Cela déclencha immédiatement des protestations publiques généralisées et un profond ressentiment au sein du peuple allemand. Pour restaurer l'économie nationale, le président allemand Hindenburg adopta une solution temporaire, créer l'impression continue de billets de banque pour apaiser les tensions intérieures. Cependant, cette mesure se retourna rapidement contre eux. L'émission excessive de monnaie entraîna une dévaluation sans précédent du mark allemand. Et le mark allemand ne valait plus qu'un dollar américain et à son point le plus bas. Un simple pain pouvait coûter 52 marks, une somme qui ne tenait même pas dans une voiture. L'économie allemande s'était complètement effondrée. C'est à cette époque qu'un homme nommé Hitler et son parti nazi firent leur apparition. À ses débuts, il fréquentait assidûment les brasseries allemandes, lui prononçant des discours passionnés qui mettaient en lumière les problèmes économiques et politiques de l'Allemagne. Il déclara aux désespérés « Oh, puisque vous n'avez pas d'autre choix, rejoignez mon parti ». Il promettait souvent que tous les citoyens allemands posséderaient leur propre voiture, que le pain à 500 marks appartiendrait au passé et qu'il déchirerait un jour le traité humiliant de Versailles. Alimenté par sa rhétorique enflammée, le soutien au parti nazi grandit de jour en jour. Un magazine Tronitu, le parti nazi était devenu le plus grand parti politique d'Allemagne et Hitler, avec 13 millions de voix, accéda au poste de chancelier allemand. Pour assurer un développement rapide, Hitler promut vigoureusement l'industrie lourde et le réarmement militaire. Cependant, en raison des restrictions du traité de Versailles imposées par la Grande-Bretagne et la France, l'armée allemande ne pouvait dépasser 102 hommes. Sa marine était sévèrement limitée et il lui était interdit de posséder une force aérienne, y compris l'aviation navale et tout avion militaire. Alors qu'Hitler était désemparé, les États-Unis lui tendirent de manière inattendue une main secourable. Pour empêcher la Grande-Bretagne et la France de dominer l'Europe et de saper leur propre position hégémonique, les États-Unis décidèrent de fournir à l'Allemagne des prêts d'une valeur de 100 milliards de dollars américains. L'intention est d'utiliser l'Allemagne pour contrebalancer la Grande-Bretagne et la France. Avec la puissante assistance américaine, l'Allemagne commença à développer secrètement son armée. Avant que l'Allemagne nazie ne devienne véritablement forte, Hitler dut inventer diverses excuses pour masquer son développement militaire. Il fabriqua ensuite, sous couvert de production d'avions civils et de tracteurs, des milliers d'avions de chars, de véhicules blindés et de pièces d'artillerie. Puisque le traité de Versailles interdisait une force aérienne, l'Allemagne établit ouvertement des clubs d'aviation. Lorsque la taille de l'armée fut limitée à 1000, Hitler augmenta le nombre de policiers allemands à 200. Ces actions illogiques contournèrent complètement les restrictions du traité de Versailles, conduisant au développement rapide de la puissance militaire allemande. Hitler était convaincu que seul le développement d'une puissante force militaire permettrait à l'Allemagne de briser les chaînes imposées à son peuple par la Grande-Bretagne et la France. Ainsi, Hitler n'épargna aucun effort, consacrant toutes les ressources de la nation au développement de l'industrie militaire. Les dépenses militaires montèrent en flèche. Un an 1830, l'armée allemande comptait 28 millions de soldats et les dépenses militaires représentaient 50% de l'économie nationale, le taux le plus élevé au monde. Ce stade, Hitler ne put plus contenir son ambition d'expansion étrangère.
Un mars 1930, Hitler occupa l'Autriche, riche en pétrole, sans tirer un seul coup de feu. Étrangement, la Grande-Bretagne et la France ignorèrent l'invasion allemande, ce qui ne fit qu'accroître l'arrogance d'Hitler. Avec d'abondantes ressources pétrolières, la puissance nationale de l'Allemagne nazie devint encore plus forte. Le fut Mismar, Hitler s'empara de la Tchécoslovaquie par la force. Alors la Grande-Bretagne et la France finirent par réagir et avertirent Hitler que si l'Allemagne continuait à envahir des pays européens, elle déclarerait la guerre. Cependant, Hitler avait complètement perdu la raison, persuadé que la Grande-Bretagne et la France étaient faibles et n'oseraient pas engager l'Allemagne dans une guerre directe. Peu après, Hitler porte garde sur la Pologne comme prochaine cible d'agression. Le 20 rentrée au 1939, l'Allemagne et l'Union soviétique signèrent le pacte de non-agression Molotov-Ribbentrop. Ces deux pays non contigus tracèrent leurs frontières à travers le territoire polonais, indiquant clairement un plan de partition de la Pologne. Cela signalait également l'imminence du déclenchement de la guerre. Aux premières heures du mi-septembre 1939, l'Allemagne lança une attaque surprise contre la Pologne avec pesant 205 millions de seigneurs de soldats répartis sur 3 fronts, déclenchant ainsi la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne, employant ses tactiques de blitzkrieg et guerre éclair, avança rapidement et irrésistiblement. La DNS division blindée du général Guderian chargea sur le champ de bataille, inarrêtable. Le 3 septembre, la Grande-Bretagne et la France déclarèrent formellement également à l'Allemagne. Cependant, tout en déclarant la guerre, elles n'offrirent aucune assistance militaire à la Pologne, observant silencieusement l'Allemagne la dévorèrent une politique connue sous le nom d'apaisement. Sous la puissante offensive allemande, la Pologne subit de lourdes pertes et recula constamment. Le 700 septembre, l'Union soviétique se joignit également à l'assaut, envahissant la Pologne par l'Est. Prise entre l'attaque combinée de l'Allemagne et de l'Union soviétique, la défaite de la Pologne était scellée. Le 6 octobre 1939, la Pologne tomba après seulement 37 jours de résistance, complètement occupée par les deux nations. Le 6 novembre 1939, l'Union soviétique rassembla soudainement 1 million de soldats à la frontière finlandaise et lança une attaque massive contre la Finlande. Beaucoup s'attendaient à une victoire écrasante des soviétiques. Cependant, la guerre défia toutes les attentes. La Finlande ne céda pas à la puissante invasion soviétique. L'armée finlandaise adopta des mesures défensives, utilisant l'hiver rigoureux, les marées gelées et les vastes forêts à son avantage, employant des tactiques de guérilla pour infliger de lourdes pertes aux forces soviétiques. La guerre ne dura que 3 mois, pourtant l'Union soviétique perdit 400 mieux hommes, avec 22 divisions anéanties après la guerre. L'Union soviétique ne parvint à occuper qu'un dixième du territoire finlandais. L'Union soviétique remporta la guerre mais perdit la face. Cela exposa à la faiblesse de la puissance militaire soviétique Hitler et la guerre d'hiver un jeu bassi de la future invasion de l'Union soviétique par l'Allemagne. En avril 1930, pour acquérir davantage de ressources de guerre, Hitler porta son attention sur l'Europe du Nord. Le 9 avril, les forces allemandes lancèrent une attaque claire contre le Danemark. En raison de la petite puissance nationale du Danemark, les troupes allemandes ne mirent que 4 heures pour occuper l'ensemble du pays. Par la suite, les forces allemandes haïrent la Norvège. La Norvège étant une nation côtière, l'Allemagne utilisa principalement une combinaison de forces navales et aériennes, ainsi que des débarquements amphibies, pour lancer une offensive à grande échelle. L'invasion allemande ayant eu lieu de nuit, les forces norvégiennes furent déprises au dépourvu et incapables de monter une défense opportune. En seulement 2 heures, la capitale norvégienne fut occupée par l'Allemagne. Même avec les renforts ultérieurs des forces britanniques-françaises, cela fut futile. La Norvège se rendit à l'Allemagne après seulement 6 jours. Par la suite, l'Allemagne nazie s'empara du Luxembourg en 1 jour, des Pays-Bas en 5 jours et de la Belgique en 18 jours. Après avoir occupé ces pays, Hitler porta ensuite son regard sur la France. Cependant, à cette époque, la France disposait de l'armée la plus forte d'Europe, avec 3 millions de soldats, et avait construit la ligne Maginot, apparemment imprenable, le long de la frontière franco-allemande. Une confrontation directe avec l'armée française n'offrirait aucun avantage.
Cela laissa Hitler profondément troublé. C'est alors que le général allemand Manstein proposa un plan à Hitler. Il suggéra que les forces allemandes attaquant la France de front via la Belgique, attirant les forces britanniques et françaises. Ensuite, les forces allemandes contourneraient la ligne Maginot à travers les Ardennes, les encercleraient et les détruiraient. Hitler adopta rapidement cette suggestion. Le 10 mai 1940, de nombreuses unités blindées allemandes traversèrent la forêt des Ardennes, contournant la redoutable ligne Maginot, et lancèrent une attaque sur le territoire français. Elles frappèrent également l'arrière des forces anglo-françaises. Sous l'irrésistible offensive allemande, les forces anglo-françaises furent prises au dépourvu et reculèrent constamment, poursuivies par les Allemands jusqu'au port français de Dunkerque. L'aide de nombreux navires britanniques, 400 soldats anglo-français furent successivement évacués vers la Grande-Bretagne. Par la suite, les forces blindées du général Guderian, les pères de la Blitzkrieg, lancèrent une attaque à éclair à travers les vastes plaines de France. Utilisant les tactiques de la Blitzkrieg, les forces allemandes occupèrent rapidement de vastes zones du territoire français. Le 2 juillet 1940, la France, autrefois saluée comme l'armée la plus forte d'Europe, fut complètement envahie par forces allemandes après seulement 32 jours de combat. Ces stades, la moitié de l'Europe était tombée aux mains de l'Allemagne, ce qui rendit Hitler incroyablement arrogant. Hitler, toujours victorieux, refusait naturellement de croire qu'il pouvait perdre. Peu après, il commença à planifier l'invasion de la Grande-Bretagne sous le nom de code Opération Lion de Mer. Cependant, la Grande-Bretagne étant séparée du continent européen par la mer, les tactiques de Blitzkrieg de l'Allemagne ne pouvaient être employées efficacement. Hitler décida d'utiliser la puissance aérienne et navale pour vaincre décisivement la Grande-Bretagne, mais il semblait oublier que la marine et la force aérienne britannique étaient bien supérieures à celles de l'Allemagne. Le 10 juillet 1940, Hitler lança l'opération Lion de Mer, initiant la plus grande bataille aérienne de l'histoire humaine. Les avions britanniques et allemands s'affrontèrent violemment dans le ciel britannique. Un total de 19 avions furent impliqués dans cette bataille, qui dura 4 mois. Son intensité fut sans précédent dans l'histoire humaine. Finalement, la Grande-Bretagne en sortit victorieuse, infligeant un coup sévère à l'Allemagne nazie. Cela força Hitler à modifier ses cibles d'invasion. Le 10 juin 1841, Hitler déchira soudainement le pacte de non-agression Molotov-Ribbentrop. 3 groupes d'armées allemands, comprenant 31 chars, 500 d'avions et un total de 350 millions de soldats, lancèrent une invasion massive de l'Union soviétique. L'armée rouge soviétique, prise au dépourvu, subit de lourdes pertes. En quelques heures, 500 avions soviétiques furent détruits au sol avant même de pouvoir décoller. Sous l'offensive de la Blitzkrieg allemande, la force aérienne frontalière soviétique fut presque entièrement anéantie. En septembre 1940, l'Union soviétique avait perdu près de 10 divisions. Les forces allemandes avaient pénétré sur plus de 500 km en territoire soviétique, occupant la majeure partie de la Biélorussie, de la Lituanie et de l'Ukraine, et faisaient directement pression sur la capitale soviétique, Moscou. Par la suite, Staline mobilisa toute la nation pour résister à l'invasion allemande, pour remonter le moral des troupes. Le 7 novembre, Staline organisa une grande parade militaire sur la place rouge de Moscou. Des centaines de milliers de soldats de l'armée rouge soviétique défilèrent sur la place rouge, affichant une détermination inébranlable à se battre jusqu'à la mort. Tous les soldats qui participèrent à la parade se dirigèrent immédiatement vers les lignes de front. Ensuite, Staline déploya toutes les troupes sibériennes extrêmes sur le front de Moscou. La bataille de Moscou commença officiellement. Cette bataille impliqua un taux total de 2 millions de soldats soviétiques et allemands avec des pertes atteignant 265 millions. C'était une bataille pour la survie même de l'Union soviétique. Malheureusement, les forces allemandes rencontrèrent l'hiver le plus froid du ex-siècle. En raison de lignes de ravitaillement étendues et d'équipements insuffisants, l'Allemagne nazie subit une défaite dévastatrice dans cette bataille. Par la suite, Staline lança une contre-offensive majeure qui perça les défenses allemandes autour de Moscou et les repoussa de 5 km.
Cela ne fit pas seulement voler en éclats le plan arrogant d'Hitler de conquérir l'Union soviétique en 3 mois, mais démontra également au monde la détermination de l'armée rouge soviétique à défendre sa patrie. Le 7 décembre 1931, le Japon une attaque surprise contre la base navale américaine de Pearl Harbor avec 6 porte-avions à 40 avions. Les forces américaines étant prises au dépourvu, l'attaque japonaise de plusieurs heures fit 13 victimes américaines, détruisit un cuirassé 864 avions. Les Japonais, en revanche, subirent environ 100 victimes et perdirent l'avion. Le lendemain, le président américain Roosevelt déclara la guerre à l'air au Japon et simultanément déclara la guerre à l'Allemagne et à l'Italie, qui étaient également des puissances de l'Ex. Ainsi, la Seconde Guerre mondiale atteignit sa plus grande ampleur. Début 1932, l'allié de l'Allemagne, l'Italie, ayant été mise en déroute par les forces britanniques lors de la campagne d'Afrique du Nord, le lédé nazi allemand quitte les choisis Rommel pour commander les Fricacorps. Il transféra plus de 100 soldats du front européen envers l'Afrique du Nord pour soutenir les forces italiennes. Sous l'irrésistible offensive allemande, la majeure partie de l'Afrique du Nord tomba aux mains des forces allemandes et italiennes. Par la suite, Hitler porta son regard sur Stalingrad en Union soviétique car c'était la principale zone de production de pétrole et de charbon soviétique. Si l'Allemagne pouvait rapidement capturer cette région, l'armée allemande disposerait de ressources stratégiques inépuisables, leur permettant de consumer lentement l'Union soviétique. Le 16 juillet, 19 forces allemandes, comprenant en fonction 600 millions d'hommes et plus de 200 divisions, lancèrent un assaut féroce sur Stalingrad. Staline émit immédiatement l'ordre en 1567 interdisant aux soldats et officiers de reculer d'un seul pas, ceux qui désobéiraient devant être abattus sur place. La bataille entre les forces soviétiques et allemandes fit rage sur des centaines de kilomètres à Stalingrad, marquant la bataille la plus brutale de l'histoire humaine. Cette bataille eut plus de 5 millions de soldats soviétiques et allemands, avec des pertes atteignant 365 millions. D'innombrables obus pleuvirent sur Stalingrad, et les soldats des deux armées se battirent férocement pour cette terre. La durée de survie moyenne d'un soldat était inférieure à 24 heures. Pour les officiers, moins de 3 jours, et pendant les combats les plus intenses, moins de 5 minutes. Les deux camps s'engagèrent dans des luttes incroyablement féroces pour chaque rue et chaque bâtiment. La brutalité de la bataille était indescriptible. Finalement, l'armée rouge soviétique, avec sa volonté inébranlable, remporta avec succès cette bataille. C'est précisément cette bataille qui devint le tournant de la Seconde Guerre mondiale. Elle ne fit pas seulement arrêter l'offensive allemande, mais elle anéantit également en fin de 150 millions de soldats d'élite nazis allemands. Elle marqua le passage de l'ascension de l'Allemagne nazie à son déclin. Dès lors, l'armée soviétique s'empara de l'initiative stratégique des forces nazies allemandes et le cours de la victoire commença progressivement à se tourner vers l'Union soviétique. En octobre de la même année, la Grande-Bretagne vainquit les forces allemandes lors de la bataille d'El Alamein en Afrique du Nord, plaçant l'Allemagne en position de désavantage dans la région. En novembre, les forces anglo-américaines, profitant de la défaite majeure de l'Allemagne, lancèrent des débarquements amphibies en Afrique du Nord. Sous la puissante offensive alliée, elles occupèrent rapidement de vastes zones du territoire nord-africain. Le 16 mars 1963, les forces anglo-américaines lancèrent la campagne de Tunisie. Cette bataille dura 2 mois. Initialement, les forces allemandes et italiennes remportèrent quelques succès, mais la supériorité écrasante des ressources stratégiques, des approvisionnements et du nombre des forces anglo-américaines renversa complètement la situation sur le champ de bataille, conduisant à l'effondrement des forces de l'Axe. Après cette bataille, plus de 30 soldats italiens et allemands furent faits prisonniers de guerre et les forces de l'Axe furent complètement chassées d'Afrique du Nord. Peu après, les forces anglo-américaines, déterminées à éliminer le gouvernement fasciste de l'Italie, lancèrent une invasion amphibie de la Sicile, en Italie, en juillet 1943, déployant près de 500 soldats. Après un mois de combat, la Sicile fut capturée. Cette opération non seulement ouvrit la porte de l'Europe par le sud, mais eut également un impact sévère sur le gouvernement italien, conduisant finalement à la capitulation de l'Italie.
Ce stade Hitler réalisa que pour inverser complètement la situation, il devait obtenir une victoire décisive sur le front de l'Est. Le 16 juillet 1830, les forces soviétiques et allemandes s'affrontèrent dans la région de Koyon-Canyon soviétique lors de ce qui devint la plus grande bataille de chars de l'histoire humaine, connue sous le nom de bataille de Koursk. Cette bataille impliqua plus de millions de chars, 5 avions et plus de 2 millions de soldats des côtés soviétiques et allemands. L'ampleur de l'engagement dépassa toute imagination. Des milliers d'obus furent tirés simultanément et d'innombrables chars, avions et pièces d'artillerie s'amoncellèrent comme des montagnes. En raison de l'énorme taille des forces soviétiques, même avec un ratio de perte de 36 traits dans les batailles de chars, le corps blindé allemand ne put atteindre son objectif. Le Zand 3O, l'armée rouge soviétique occupa avec succès les régions de Kharkov, marquant la fin de la bataille de Koursk. Dans cette guerre, les forces allemandes perdit 500 hommes et subirent de lourdes pertes en chars, avions et artillerie. Après cette bataille, les forces allemandes ne purent plus lancer d'opérations offensives à grande échelle dès lors. L'initiative sur le front de l'Est fut fermement entre les mains des soviétiques. À partir de janvier 1864, l'armée rouge soviétique lança des offensives continues contre les forces allemandes, reconquérant successivement de vastes zones de territoire. Le 16 juin, le général Isnoé, commandant suprême des forces anglo-américaines, avait secrètement rassemblé tout le 8e million de soldats et plus de 2 d'avions en Grande-Bretagne. Le 6 juin, des millions de troupes alliées lancèrent des débarquements amphibies dans la région de Normandie en France, nommant cette opération « Opération Overlord ». Sous les féroces bombardements aériens alliés, la Normandie fut remplie de fumée et de feu. D'innombrables bombes pleuvaient du ciel, tandis que les soldats allemands ne pouvaient que tirer impuissants vers le ciel. Plus de 40 péniches de débarquements alliés filaient vers les plages normandes. Leurs cuirassés déclenchèrent un barrage d'obus presque continu sur les positions allemandes qui se transformèrent instantanément en une mer de flammes. La plupart des forces allemandes, n'ayant pas réussi à établir des défenses efficaces et prises par surprise, subirent de lourdes pertes. Cela permit aux forces alliées de débarquer avec succès en Normandie en une seule journée. Sous l'irrésistible offensive alliée, les forces allemandes furent constamment vaincues. En seulement 2 mois, les forces anglo-américaines repoussèrent les troupes nazies allemandes jusqu'à la Seine et libérèrent avec succès la capitale française Paris. Le 10 juillet 1944, l'armée rouge soviétique lança l'opération Bagration sur le front de l'Est. L'Union soviétique rassembla 243 millions de soldats et lança une contre-offensive à grande échelle en Biélorussie et en Ukraine. Sous la puissante offensive soviétique, les forces allemandes furent incapables de riposter. En seulement 2 mois, l'armée rouge soviétique avança de 505 km, anéantissant complètement le groupe d'armées centre, le plus élite d'Allemagne, reprenant la Biélorussie et l'Ukraine, et poussant jusqu'à la frontière polonaise. À ce stade, l'Allemagne était piégée dans une guerre sur 2 fronts. En raison des combats prolongés, les effectifs s'étaient gravement épuisés, entraînant une réduction drastique des forces de l'Allemagne nazie et de graves pénuries de soldats sur les lignes de front. Pour y remédier, Hitler promulgua une politique de conscription cruelle, forçant tous les hommes âgés de 40 ans à à rejoindre l'armée pour défendre leur empire. Selon les estimations du haut commandement nazi allemand, si tous étaient mobilisés, l'armée pourrait atteindre un nombre terrifiant de 10 millions. Cependant, en raison de divers problèmes, le nombre final de conscrits ne s'éleva qu'à 2 millions. Même l'armée souffrait d'un vieillissement sévère. La guerre brutale avait effectivement anéanti une génération de jeunes Allemands. Même les armes étaient gravement obsolètes, y compris des fusils civils et diverses armes rudimentaires. Même face à cette situation désastreuse, Hitler décida néanmoins de combattre les puissances alliées jusqu'au bout. Après des discussions au sein du haut commandement allemand, Hitler décida de lancer une contre-offensive à grande échelle pour inverser le cours de la guerre. Le haut commandement allemand planifia une autre blitzkrieg blindée dans la région des Ardennes, à la frontière franco-allemande.
tentant de percer rapidement les défenses alliées et de les repousser jusqu'à Dunkerque, visant à recréer une autre évacuation de Dunkerque. L'objectif était de continuer à balayer l'Europe de l'Ouest avec tactique de blitzkrieg allemande, puis de s'occuper de l'Union soviétique à l'Est. Le 6 décembre 1954, la bataille des Ardennes commença. Ce fut la dernière contre-offensive désespérée de l'Allemagne nazie avant sa défaite finale et le dernier pari militaire d'Hitler. Plus de 3 ans seulement lancèrent allemands une attaque surprise contre 609 forces anglo-françaises qui, sous l'offensive de la blitzkrieg allemande, les forces alliées furent initialement prises au dépourvu et reculèrent constamment. Cependant, les Alliés mobilisèrent rapidement un grand nombre de troupes et engagèrent les forces nazies allemandes dans de féroces batailles dans chaque rue et village de la région des Ardennes, forçant les Allemands à payer un lourd tribut pour chaque pouce d'avancée. Après de longs et intenses combats, les Alliés déployèrent finalement près d'1 million de soldats et repoussèrent enfin les forces allemandes jusqu'à la frontière germano-française. Clairement, le pari d'Hitler avait complètement échoué. À partir de ce moment, l'Allemagne nazie n'avait plus aucune chance d'inverser la situation. L'année 1935 fut sans doute la plus sombre pour l'Allemagne. L'armée soviétique lançait des contre-offensives incessantes depuis l'Est, tandis que les forces alliées avançaient régulièrement depuis l'Ouest. Hitler, loin de paniquer, devint inhabituellement agité, rêvant toujours d'un miracle. Le 3 janvier 1935, Staline mobilisa toute la nation avec plus de 3 millions de soldats, 200 de chars et ou de 5 d'avions, lançant l'offensive Vistula-Oder. Sous la puissante offensive soviétique, les forces allemandes furent constamment vaincues. En seulement un jour, l'Union soviétique occupa entièrement la Pologne et fit directement pression sur le territoire national de l'Allemagne nazie. Tandis que l'armée rouge soviétique avançait irrésistiblement, les stations de radio de Berlin commencèrent à diffuser des nouvelles calomniant l'armée rouge soviétique, les décrivant comme de terrifiantes bêtes. Cela entraîna une panique généralisée et des évacuations massives de civils en Allemagne. Cependant, l'avancée de l'armée rouge soviétique fut fulgurante. Le 5 février, l'armée rouge soviétique avait avancé de 200 km, atteignant l'Oder, à seulement 5 km de la capitale allemande Berlin. En raison de l'avancée continue de l'armée rouge soviétique, de nombreux soldats soviétiques s'épuisèrent et beaucoup développèrent une lassitude de guerre. Au même moment, Hitler ordonna aux forces allemandes de se battre jusqu'à la mort. Pour assurer la victoire, le commandant suprême de l'armée rouge soviétique, Zhukov, ordonna aux troupes soviétiques de première ligne de se reposer et de récupérer, suspendant l'offensive contre les forces nazies allemandes. En avril 1945, l'Union soviétique déploya plus de 5e d'avions pour lancer des bombardements continus, jour et nuit, sur Berlin. Après des semaines de bombardements, l'armée rouge soviétique déploya 206 millions de soldats pour lancer un assaut à grande échelle sur Berlin. Pour défendre la capitale, Hitler mobilisa presque tous les soldats allemands disponibles, près de 10 hommes. Cependant, face à une armée soviétique qui les surpassait en nombre et en équipement de plusieurs fois, c'était comme une goutte d'eau dans l'océan. Sous l'encerclement multiforme de l'armée rouge soviétique, l'Allemagne subit de lourdes pertes. De nombreux soldats allemands choisirent de déposer les armes et de se rendre à l'armée soviétique. Le 21 avril, les forces soviétiques avaient progressivement avancé dans le centre-ville de Berlin. Hitler savait qu'il était au bout du rouleau. Il comprit qu'il était sur le point d'être vaincu. Le 30 avril, Hitler, rempli de désespoir et de réticence, se suicida avec son amant Eva dans son banquet. Le 30 avril, le drapeau soviétique fut hissé sur le bâtiment du Reichstag à Berlin, signalant l'effondrement complet de l'Allemagne nazie. Le 2 mai, le maréchal allemand Keitel signa la capitulation inconditionnelle, marquant la fin du théâtre européen de la Seconde Guerre mondiale. Seul le Japon, dans le Pacifique, poursuivait sa résistance obstinée, mais ses jours étaient comptés. Combien de pays le Japon a-t-il envahi? Et comment le Japon, après avoir occupé la majeure partie de la Chine, a-t-il tout de même fini par être vaincu? Le Japon était une nation militariste, et l'agression et l'expansion étrangère constituaient son idéologie centrale, avec une économie intégrée en dynastie Santien.
le Japon orchestra l'incident de Mukden en Mandchourie et nord-est de la Chine. Les forces japonaises firent secrètement une section du chemin de fer de Mandchourie du Sud qu'elles avaient construit et en accusèrent faussement la Chine, utilisant cela comme prétexte pour lancer l'invasion de la Chine. Sous la politique de non-résistance de l'armée nationaliste chinoise, les 3 provinces du nord-est de la Chine furent rapidement occupées par les forces japonaises qui établirent ensuite l'état fantoche du Manchukuo. La production industrielle des 3 provinces du nord est représentée 5% du total de la Chine, fournissant au Japon un approvisionnement inépuisable en ressources pour son invasion ultérieure de la Chine. Au même moment, l'armée japonaise subit d'importantes réformes, recrutant un grand nombre de soldats. En 1936, l'armée japonaise atteignait les millions d'hommes et le Japon signa le pacte anti-Comintern avec l'Allemagne, rejoignant officiellement le bloc fasciste. L'objectif du Japon était de conquérir l'Asie, tandis que celui de l'Allemagne était de conquérir l'Europe. En 1837, le Japon occupa successivement le Hebi-Xianjin et d'autres régions, jetant son dévolu sur Pékin. Le 16 juillet, le Japon lança l'incident du pont Marco Polo, l'Ugu Bridge incident, planifié de longue date, marquant le déclenchement à grande échelle de la guerre de résistance contre l'agression japonaise. Tandis que les villes chinoises tombaient sous l'occupation japonaise, les pays occidentaux condamnèrent fermement les actions agressives du Japon. Cependant, les forces japonaises persistèrent dans leur invasion de la Chine. En conséquence, de nombreux pays occidentaux commencèrent à interdire l'exportation de pétrole vers le Japon. En septembre 1939, pour acquérir davantage de ressources stratégiques, le Japon se déplaça vers le nord pour envahir l'Union soviétique, conduisant à la bataille de Khalkhin-Gol. Cette bataille se solda par une défaite japonaise, entraînant l'emprisonnement de 200 soldats japonais forcés aux travaux forcés en Sibérie. Témoin des victoires irrésistibles de l'Allemagne nazie en Europe, le Japon était désireux de faire de même. Ils jetèrent leur dévolu sur l'Asie du Sud-Est comme prochaine cible d'agression. Sous l'offensive de la marine japonaise, des pays tels que le Vietnam, les Philippines et l'Indonésie subirent tous des invasions japonaises. Le 26 septembre 1930, le Japon signa le pacte tripartite avec l'Allemagne et l'Italie, formant les puissances de l'Ex. Cela fut accueilli par l'opposition des États-Unis, qui interdirent alors l'exportation de pétrole, d'acier et d'autres ressources stratégiques vers le Japon. Pour assurer l'approvisionnement en ressources de guerre, le Japon étendit son champ d'invasion, tentant d'établir une sphère de coprospérité de la Grande Asie orientale. Au Japon, l'invasion de la Chine était considérée comme primordiale. De nombreux jeunes et intellectuels furent endoctrinés par l'idéologie militariste. Pour étendre ses capacités militaires, le Japon établit de nombreuses académies militaires visant à contrôler toute l'Asie et la région du Pacifique et à établir une domination hégémonique. L'empereur Hirohito fut promu chef suprême, déifié et vénéré, avec des idéologies cultuelles inculquées à la population. Par conséquent, de nombreux officiers et soldats japonais étaient prêts à se sacrifier pour l'empereur, faisant face à tout danger sans hésitation. Bien que le Japon ait subi un revers en Union soviétique, son agression en Asie de l'Est et du Sud-Est fut un succès. Du Myanmar au Vietnam, puis aux Philippines à l'Indonésie, y compris une grande partie de la région du Pacifique. Tout tomba sous le contrôle du Japon. Pour lancer de nouvelles invasions, le Japon consacra un temps considérable au développement de sa marine, construisant le plus grand cuirassé de l'histoire, le Yamato. Par la suite, ses avions et navires navals furent déployés dans diverses régions d'Asie du Sud-Est. En raison de la résistance prolongée des États-Unis, l'amiral Isoroku Yamamoto, commandant en chef de la flotte combinée japonaise, décida de mettre en œuvre un plan audacieux. Lancer une attaque surprise contre la flotte américaine du Pacifique à Pearl Harbor. L'objectif était de paralyser la marine américaine et de priver l'Amérique de sa position dominante dans le Pacifique, permettant au Japon de monopoliser toute la région. Cet événement majeur précipita l'entrée des États-Unis dans la guerre, marquant une escalade décisive du conflit mondial. Par la suite, le Japon balaya d'autres pays des îles du Sud-Est, y compris les Philippines et la Malaisie.
En particulier, dans la péninsule malaise, sous la direction de Yamamoto, les forces japonaises vainquirent bien d'imbridieux britanniques en seulement 5 jours, les chassant de la péninsule. Bien que le Japon ait initialement connu des victoires continues, il fut bientôt frappé par un coup de rétorsion des États-Unis. Les feux de la vengeance de l'Amérique furent déchaînés. Le Zenili Avril 1932, le porte-avions américain Hornet navigua secrètement dans le Pacifique et lança avec succès un raid aérien sur Tokyo, au Japon. Cette opération fut connue sous le nom de raid Doolittle. 16 bombardiers attaquèrent des cibles militaires au Japon. Par la suite, ces aviateurs américains furent contraints d'atterrir dans les régions chinoises du Jiangsu, du Zhejiang et de Shangyé. En représailles contre ces aviateurs, le Japon mena des recherches approfondies, au cours desquelles de nombreux civils innocents furent massacrés. En mois plus tard, le Japon affronta les forces alliées anglo-américaines lors bataille de la mer de Corail, dans l'est de l'Indonésie. Les Alliés remportèrent cette bataille et le Japon subit une défaite dévastatrice, déjouant son plan d'envahir l'Australie. Pour inverser la situation, Yamamoto Isoroku chercha à établir de nouvelles bases militaires et à continuer d'attaquer le port américain d'Hawaï. Et cette fin, il planifia une bataille décisive avec les États-Unis à l'atoll de Midway. Cependant, le Japon surestima gravement sa propre force militaire. Le 4 juillet fondu, la bataille de Midway éclata. Dans cette bataille, les forces japonaises perdirent 4 porte-avions et 300 avions, avec très nombreuses victimes. Cette bataille fut le tournant de la guerre du Pacifique, paralysant gravement la flotte navale japonaise du Pacifique. En raison des années de guerre et des ressources rares, la plupart des armes militaires du Japon n'avaient pas été améliorées. L'accent du développement militaire passa de l'armée à la marine, forçant le Japon à passer de l'offensive à la défensive. En raison de la nécessité urgente pour le Japon de produire des équipements, il misa tout son argent sur le développement des forces navales et aériennes. Mais même cela était loin d'être suffisant. En décembre 1932, les forces américaines lancèrent une attaque contre les forces japonaises sur Guadalcanal. En raison de l'équipement japonais obsolète, un grand nombre de personnels naval japonais y furent perdus. Le cours de la victoire commença à se tourner vers les États-Unis. Un essence en train, les forces américaines attaquèrent les îles Gilbert et Marshall. Sous la puissance de feu américaine, les forces japonaises subirent d'énormes pertes et reculèrent constamment. En 1934, lors de la bataille du golfe de Leyte, la plus grande bataille de porte-avions de l'histoire, les forces japonaises furent complètement vaincues. Dès lors, la puissance navale japonaise fut largement diminuée. Immédiatement après, les États-Unis lancèrent des opérations stratégiques contre les îles Mariannes. Sous la puissance de feu américaine, le Japon subit d'énormes pertes. Au même moment, le Japon était profondément enlisé dans le bourbier de la guerre en Chine où l'armée nationaliste chinoise avait commencé sa contre-offensive majeure. Le Japon subit ensuite une autre défaite écrasante lors de la bataille du golfe de Leyte. En juillet 1944, lors de la bataille de Seppan, les forces japonaises lancèrent des charges suicides, mais en vain. Dans cette bataille, les forces américaines anéantirent toutes les japonaises sur l'île, totalisant plus de 40 hommes. Zintia 35 marqua le tournant final de la guerre du Pacifique. En mars, les États-Unis envoyèrent successivement plus de 400 bombardières pour mener une campagne de bombardement contre Tokyo, au Japon. Selon les statistiques, plus de 901 victimes japonaises furent causées par ces bombardements et plus d'1 million de civils furent laissés sans abri. En 1945, la bataille d'Okinawa, la bataille la plus brutale du Pacifique, éclata. Les pertes américaines dépassèrent Hirose, tandis que les japonaises atteignirent 170 niètes, anéantissant pratiquement les forces japonaises. Au même moment, la deuxième flotte japonaise lança des attaques suicides contre l'armée américaine. Cependant, cette information fut rapidement interceptée par les services de renseignement américains. Malgré les attaques des pilotes kamikazes, la 5e flotte américaine, avec sa puissance de feu, coula le cuirassé japonais Yamato et 9 autres navires de guerre. Le 6 juillet 1945, les dirigeants de la Grande-Bretagne, des États-Unis et de l'Union soviétique, lors de la conférence de Potsdam, exigèrent la capitulation inconditionnelle du Japon, avertissant que, sinon,
le Japon ferait face à une destruction rapide et totale. Cependant, le Japon rejeta rapidement cette demande. Avec le consentement de la Grande-Bretagne et de l'Union soviétique, les États-Unis larguèrent une bombe atomique sur Hiroshima. 3 jours plus tard, les États-Unis larguèrent une autre bombe atomique sur Nagasaki. Ces 2 bombes causèrent environ 41 victimes japonaises. Vladimir Scientis en 1935, le Japon annonça sa capitulation inconditionnelle. Ainsi, la Seconde Guerre mondiale prit officiellement fin. Entre 1939 et 1945, et près de 2 milliards de personnes furent entraînées dans la guerre, faisant plus de 1 million de victimes. Elle façonna la structure du monde pour les 30 années suivantes et modifia profondément l'histoire humaine. Quel fut le vécu de la Chine durant cette période de conflit avec le Japon? De 1930 à 1945, au terme de 14 années d'invasion japonaise, l'armée et le peuple chinois, au prix d'un tribut de 35 millions de victimes, finirent par arracher une victoire totale. Mais qu'a donc traversé la Chine au cours de cette guerre de résistance contre l'agression japonaise? En 1919, le monde fut secoué par la crise économique la plus vaste et la plus durable de l'histoire du capitalisme. Pour le Japon, cette crise revêtait une gravité particulière. Afin de relancer son économie domestique, le Japon opta pour une voie militariste, cherchant à alléger ses pressions économiques de longue date en envahissant d'autres nations pour leurs ressources et ainsi établir une puissance hégémonique. Le 10 septembre 1930, l'armée japonaise orchestra un de toutes pièces dans le nord-est de la Chine. Elle fit secrètement sauter une section du chemin de fer de Mandchourie du Sud qu'elle avait elle-même construite, en accusant faussement la Chine. Ce prétexte servit à bombarder la caserne de Beiding à Shenyang, déclenchant ainsi l'incident du mi septembre, une opération planifiée de longue date. Par la suite, le Japon déploya 302 soldats pour envahir la Chine. Suite à la politique de non-résistance de l'armée nationaliste, les 3 provinces du nord-est de la Chine furent rapidement occupées par les forces japonaises qui établirent l'État fantoche du Manchukuo. La production industrielle de ces 3 provinces représentait alors 500% de l'économie chinoise totale, offrant au Japon une source intarissable de ressources de guerre pour ses invasions ultérieures, dont sa chère 50 fusils et 5000 millions de cartouches. Le 8 janvier 1939, le Japon lança une invasion soudaine de Chine en Chine, s'engageant dans des combats acharnés avec la garnison de la ville. Cet événement fut connu sous le nom d'incident du 20 janvier ou première bataille de Changé. Au total, 110 soldats des 2 camps y prirent part. Grâce à la résistance vaillante de l'armée chinoise, cette bataille fut finalement remportée. Non seulement cela freina sévèrement l'arrogance japonaise, mais cela offrit également un temps précieux à l'armée chinoise pour organiser sa défense. Le 20 février 1933, les forces japonaises, fortes de 102 hommes, attaquèrent la province chinoise du Ré, déclenchant ainsi la bataille de Ré. En raison de l'équipement insuffisant, du manque d'effectifs et du faible moral de l'armée du Nord-Est, les troupes chinoises subirent de multiples défaites. Le Termar, la province du Ré, tomba à son tour sous l'occupation japonaise. À ce stade, les 4 provinces du Nord-Est étaient entièrement aux mains des Japonais. Pourtant, cela ne suffit toujours pas à assouvir les ambitions du Japon. Entre 1930 et 1936, l'armée japonaise mena un vaste programme de recrutement et d'expansion de ses armements. En 1937, elle comptait environ 3 millions d'hommes et signa le pacte tripartite avec l'Allemagne nazie et l'Italie, rejoignant officiellement le bloc fasciste. L'objectif du Japon était de conquérir l'Asie, tandis que celui de l'Allemagne et de l'Italie était de dominer l'Europe. Le 16 juillet 1937, le Japon déclencha l'incident du pont Marco Polo Lugubridge, planifié de longue date. Le Japon lança une attaque surprise sur Pékin, en Chine, engageant le combat avec les forces chinoises. Cela marqua le début à grande échelle de la guerre de résistance contre l'agression japonaise. Face à la puissante offensive nippone, l'armée chinoise fut virtuellement impuissante, contrainte de se replier vers le sud. En moins d'1 mois, le Japon occupa successivement Pékin, le Hebei, Xianjin et d'autres régions. Les forces japonaises, constamment victorieuses, ne concevaient naturellement pas de pouvoir perdre, ce qui les rendit immensément arrogantes, les amenant à proclamer un plan scandaleux, conquérir la Chine en 3 mois. Peu après, le Japon jeta son dévolu sur Shanghai, désigné comme sa prochaine cible. Le NATO de 1937, le lieutenant de marine japonais Oyama Iseo et un soldat pénétrèrent en voiture dans l'aéroport de Ronkyo à Shanghai
provoquant délibérément les forces chinoises, allant même jusqu'à percuter à plusieurs reprises des soldats chinois. Incapable de tolérer davantage cet affront, la garnison chinoise abattit immédiatement ces 2 soldats japonais. Le Japon utilisa alors ce prétexte pour exiger le retrait complet des forces chinoises de Shanghai, une demande qui fut accueillie par une ferme opposition de la Chine. Le 3 août, le Japon libéra enfin ses ambitions agressives et lança une attaque contre les forces chinoises. La garnison chinoise fut contrainte de riposter, déclenchant ainsi la bataille de Shanghai. Sous les ordres de l'empereur Hirohito, le Japon déploya 4 porte-avions, 200 navires de guerre et 400 d'avions pour lancer des assauts continus sur Shanghai. Le 23 août, les forces japonaises engagèrent ce 160e Yotome pour envers Shanghai. Par la suite, Chiang Kai-shek mobilisa des forces de tout le pays vers Shanghai, près de 1810 soldats, comprenant des unités d'élite de l'armée centrale, l'armée du Sichuan, l'armée du Nan, l'armée du Guangxi, l'armée du Guangdong et plus d'une dizaine d'autres armées locales. Bien que ces armées eussent des griffes mutuelles durant la guerre civile, elles mirent de côté leurs différends pour résister conjointement à l'invasion en défense de leur patrie. En raison de l'équipement et des armes obsolètes de l'armée chinoise, face à la puissance de feu écrasante du Japon, déployée par terre, mer et air, les forces chinoises subirent de lourdes pertes. Au cours de cette bataille, 1 million de troupes nationalistes d'élite furent décimées et des milliers d'officiers tués. Ce fut la plus grande bataille de la guerre de résistance chinoise contre l'agression japonaise. Bien que cette bataille fût une défaite, elle brisa le plan arrogant du Japon de conquérir la Chine en 3 mois et démontra au monde la détermination du peuple chinois à défendre sa patrie. Après la défaite de la bataille de Shanghai et en raison des lourdes pertes sur le front, Chiang Kai-shek ordonna finalement le transfert de la plupart des troupes vers Nankin. Le 11 novembre, après la chute complète de Shanghai, de grandes masses de troupes japonaises poursuivirent leur avancée irrésistible vers Nankin. Le 11 décembre, les forces japonaises, fortes de 202 hommes et couvertes par des centaines d'avions, lancèrent une invasion de Nankin. Ce moment, la garnison chinoise ne comptait que 160 soldats. Face à une armée japonaise supérieure en nombre, en armement et en puissance aérienne, la garnison de Nankin fut totalement incapable de riposter. Les forces japonaises réussirent à prendre Nankin en seulement 3 jours. Avec la chute de Nankin, la brutalité des Japonais fut révélée, menant à l'atroce massacre de Nankin. Durant cette période, trains civils innocents furent massacrés, et tout au long de leur avancée, partout où les forces japonaises passaient, elles se livraient à des actes de brûlure, de meurtre, de pillage et à toutes sortes d'atrocités. En janvier 1830, dans le but de relier lignes de front nord et sud, le Japon projeta d'occuper Juzu. Immédiatement, les forces japonaises voyèrent de soldats pour attaquer Juzu. Voyant cela, l'armée chinoise rassembla promptement 602 hommes pour défendre la ville. Même avec une supériorité numérique, les efforts de l'armée chinoise furent vains. Cette bataille dura 4 mois, se soldant finalement par une défaite chinoise et la chute de Juzu. Tandis que le Japon occupait le nord du Shandong en Marne-la-Ligne-Tranti, la bataille de Taejouan éclata le Sien-Smar. L'armée chinoise lança une féroce contre-attaque à Taejouan. Grâce aux charges vaillantes et intrépides d'innombrables ancêtres, cette bataille constitua la plus grande victoire de la guerre de résistance contre l'agression japonaise jusqu'alors, tuant de soldats japonais et freinant sévèrement l'arrogance du Japon. Cependant, l'impétuosité ultérieure de l'armée nationaliste conduisit à de graves erreurs stratégiques, entraînant l'occupation successive du Shandong et du Jiangsu par les forces japonaises. Pour stopper l'avancée japonaise, Chiang Kai-shek décida de rompre les digues du fleuve Jonayu-Yuankou. Bien que cette action ralentit temporairement la progression japonaise, elle causa également une catastrophe pour de nombreux civils innocents. Les inondations du fleuve Jaune déplacèrent des millions de personnes, détruisirent de vastes zones d'habitation et firent 602 victimes. Le 9 juillet 1830, la bataille de Rouen éclata. Ce fut la bataille la plus vaste, la plus longue et la plus dévastatrice de la guerre de résistance contre l'agression japonaise, tant par le nombre de troupes chinoises engagées que par les pertes infligées aux Japonais. Les Japonais déployèrent 351 hommes, tandis que l'armée chinoise en engagea 200 millions. Cette bataille dura 4 mois. Les forces japonaises finirent par occuper l'ensemble de Wuhan au prix de 202 pertes, perdant ainsi leur capacité offensive stratégique.
ces stades, la guerre de résistance contre l'agression japonaise entra dans une impasse stratégique. En octobre 1930, le président américain Roosevelt commença à accorder à la Chine un prêt de 5 millions de dollars de grandes quantités d'armes, d'équipements et de fournitures furent successivement acheminés vers la Chine depuis la Birmanie, apportant une aide significative pour la guerre de résistance chinoise. Le 9 septembre 1930, l'Allemagne nazie déploya 1109 millions de soldats dans une attaque éclair sur 3 fronts contre la Pologne, marquant le déclenchement officiel de la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne, usant de tactiques de blitzkrieg, franchit rapidement les défenses de l'armée polonaise. En seulement 30 jours, les forces occupèrent la totalité de la Pologne. Les victoires continues des nations fascistes engendrèrent un pessimisme généralisé en Chine. En septembre 1939, le Japon déploya à Zienenozom et lança une offensive massive vers Changsha, déclenchant la bataille de Changsha. 3 batailles de Changsha se succédèrent sur 2 ans et demi. L'armée chinoise engagea plus d'1,2 million de soldats, tandis que les forces japonaises en alignèrent plus de 4 La Chine finit par remporter la victoire au prix de Nadizinsonper, tout en infligeant 100% aux Japonais. Cette victoire brisa sévèrement les forces d'invasion du Japon et déjoua son objectif stratégique de forcer la reddition de la Chine par l'attrition. Elle démontra également au monde la détermination de l'armée chinoise à défendre sa patrie. En février 1930, afin de consolider sa domination en Chine, le Japon projeta de soutenir le pro-japonais Wang Jingwei comme chef fantoche et commença à établir une armée pour contrer les forces chinoises. Cette initiative japonaise fut rapidement accueillie par une forte condamnation des États-Unis. Le président américain Roosevelt exigea que le Japon cesse immédiatement son agression contre la Chine, mais les forces japonaises obstinément leur invasion. En avril de la même année, les États-Unis gelèrent tous les actifs japonais sur leur territoire et cessèrent toutes les exportations de ressources de guerre vers le Japon, démontrant clairement leur soutien à la résistance chinoise. Le Trao, pour contrer les attaques de guérilla de la 8e armée de route dans le nord de la Chine, le Japon concentra 140 tomes et lança sa contre-offensive des 5 régiments. Cette bataille dura 4 mois. La 8e armée de route déploya 106 régiments, totalisant 202 hommes. L'armée chinoise utilisa des tactiques de guérilla pour infliger de lourds coups aux forces japonaises. Cette bataille se solda finalement par 30 pertes chinoises et élimina près de 5 soldats japonais et fantoches, brisant la politique japonaise des opérations de nettoyage contre les forces chinoises et renforçant la confiance de l'ensemble de la population militaire et civile dans la victoire finale de la guerre de résistance. En raison d'années de guerre et de graves pénuries de ressources, les forces japonaises cherchaient désespérément à sécuriser davantage de ressources de guerre et à s'affranchir du contrôle américain. L'amiral Isoroku Yamamoto, commandant en chef de la flotte combinée japonaise, décida de mettre en œuvre un plan de longue date et eut lancé une attaque surprise contre la flotte américaine du Pacifique à Pearl Harbor. L'objectif est de paralyser la marine américaine et de priver l'Amérique de sa position dominante dans le Pacifique, permettant ainsi au Japon de contrôler la région. Le 7 décembre 1930, le Japon dépêcha 6 porte-avions avec plus de 30 avions de chasse pour lancer une attaque surprise de grande envergure sur la base navale américaine de Pearl Harbor, causant de lourdes pertes aux États-Unis. Le lendemain, le président américain Roosevelt déclara la guerre au Japon. Par la suite, les États-Unis accordèrent à nouveau à la Chine un prêt de 500 millions de dollars US pour l'aider à résister à l'invasion japonaise. En février 1940, à la demande du gouvernement britannique, la Chine dépêcha 900 soldats formant le corps expéditionnaire chinois pour combattre en Birmanie. Ils réussirent à secourir les forces alliées d'une situation difficile en Asie du Sud-Est. Le novembre 1943, lors de la bataille de Chand, surnommée le Stalingrad de l'Est, les forces japonaises massèrent Zinsanosome pour attaquer Chand. L'armée chinoise rassembla d'urgence plus de 200 soldats et s'engagea dans des combats acharnés avec les Japonais. L'armée nationaliste s'appuya sur ses positions pour résister vaillamment à l'avancée japonaise. Après un mois de combat, l'armée chinoise remporta cette bataille, tuant 20 soldats japonais. Le 3 avril 1940, pour inverser le cours de la guerre, le Japon décida de lancer une offensive de grande envergure sur le front chinois.
par la suite, les forces japonaises, totalisant 4 ans de leurs hommes, lancèrent leur ultime et désespérée bataille en Chine, la campagne Henan-Yunnan-Guangxi opération Ichigo. Cette bataille éclata officiellement dans le sud de la Chine. Pour défendre les régions méridionales, l'armée chinoise déploya successivement 5 millions de soldats. Dans cette campagne, bien que l'armée chinoise eut un avantage numérique, des erreurs stratégiques et tactiques conduisirent finalement à une défaite dévastatrice. En seulement 8 mois, la Chine perdit 770 soldats, 4 capitales provinciales, près de 170 km² de territoire et plus de 16 millions de civils tombèrent sous l'occupation japonaise. Bien que les Japonais aient remporté cette bataille, elle leur causa également de lourdes pertes et ne parvint pas à inverser complètement le cours de la guerre. Elle n'empêcha pas les avions américains de bombarder le continent japonais. Pour entraver l'avancée américaine dans le Pacifique, le Japon fut contraint de redéployer un grand nombre de troupes de Chine pour renforcer ses forces en recul constant dans le Pacifique. Le Neimar, le corps expéditionnaire chinois, lors de sa contre-offensive dans l'ouest du Hunan, reprit plus de 700 villes de la province, reconquérant 100 km² de territoire perdu, éliminant près de 500 soldats japonais. Pour inverser la situation de guerre, le 9 avril 1935, le Japon déploya Musangenome, appuyé par 100 anti-avions, et lança une attaque sur 3 fronts dans l'ouest du Hunan. Pour résister à l'avancée japonaise, l'armée chinoise engagea successivement 212 soldats. Ce fut la dernière grande bataille de la guerre de résistance contre l'agression japonaise. Cette bataille dura 2 mois et émina 37 soldats japonais. Le 30 avril 1935, la prise de Berlin par l'armée rouge soviétique sonna le glas de l'Allemagne nazie. Seul le Japon fasciste poursuivait une résistance opiniâtre, mais ses jours étaient comptés. Le 6 juillet 1936, lors de la conférence de Potsdam, les Alliés exigèrent la reddition inconditionnelle du Japon sous peine de destruction rapide et totale. Malgré le rejet japonais, l'Union soviétique déploya immédiatement 1,5 million de soldats pour attaquer l'armée du Guandong japonaise, solidement ancrée en Chine depuis des années. Face à la offensive soviétique, les forces japonaises subirent défaite après défaite. Puis, les 6 et 9 août 1935, les États-Unis larguèrent les bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, causant environ 39 victimes japonaises. Le 10 août 1945, le Japon annonça sa reddition inconditionnelle, marquant la fin officielle de la guerre de résistance contre l'agression japonaise et de la Seconde Guerre mondiale. Comment les États-Unis furent-ils entraînés dans ce conflit? Pourquoi rejoignent-ils les puissances alliées pour combattre le bloc fasciste? Et pourquoi, finalement, n'eurent-ils d'autre choix que de larguer 2 bombes atomiques sur le Japon pour mettre fin à la guerre? Quel fut réellement le vécu des États-Unis durant la Seconde Guerre mondiale? Après la fin de la Première Guerre mondiale, les champs de bataille européens, après 3 années de combats acharnés, étaient au bord de la faillite. Les États-Unis, en revanche, tirèrent un profit considérable de la vente d'armes et de munitions, amassant une richesse colossale. L'industrie américaine se développa rapidement et de nombreuses entreprises et usines domestiques s'enrichirent du jour au lendemain, s'élevant au rang de première puissance économique mondiale. Entre Nadiatandri et Nontrandina, des nations militaristes menées par le Japon et l'Allemagne commencèrent à acheter de grandes quantités d'armes et d'équipements aux États-Unis pour accroître leur puissance militaire. La moitié de leurs ressources destinées au lancement de guerre provenaient des États-Unis, révélant ainsi leurs ambitions agressives d'expansion à l'étranger. Par la suite, l'Allemagne et le Japon lancèrent respectivement des invasions dans d'autres pays d'Europe et d'Asie. Les fumées de la guerre commencèrent à se propager partout. Le 16 septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne avec 1 million de soldats, un événement majeur qui signa le début à grande échelle de la Seconde Guerre mondiale. Sous l'offensive de la Blitzkrieg allemande, la Pologne perdit rapidement de vastes territoires. Après un petit jour de combats acharnés, le pays entier fut occupé par l'Allemagne. L'année suivante, l'Allemagne occupa successivement plus de 10 pays, dont le Danemark, les Pays-Bas, la France et la Norvège. On peut affirmer qu'à ce moment-là, l'Allemagne avait conquis la majeure partie de l'Europe et avait signé le pacte tripartite avec le Japon et l'Italie. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'océan, le président Roosevelt déclara que, même en temps de paix, les États-Unis devaient être prêts à entrer en guerre à tout moment. En effet,
L'agression généralisée de l'Allemagne menaçait sérieusement la position de l'Amérique en Europe. Comment Roosevelt aurait-il pu ne pas être inquiet? Et comme si un problème ne suffisait pas, un autre surgit qui l'agression du Japon en Asie de l'Est et dans le Pacifique rencontrait également le succès. De la Birmanie au Vietnam, puis aux Philippines et à l'Indonésie, y compris une grande partie de la région du Pacifique, tout était tombé sous le contrôle japonais. En seulement 6 mois, le Japon avait occupé fort millions de kilomètres carrés de territoire. Témoin de l'agression rapide du Japon, les États-Unis la condamnèrent fermement. En conséquence, les États-Unis interdirent l'exportation d'armes, de pétrole et d'autres ressources stratégiques vers le Japon, ce qui constitua un coup critique pour les Japonais, fortement dépendants des importations. Pour lancer davantage d'invasions, l'amiral Isoroku Yamamoto, commandant en chef de la marine japonaise, décida de tenter un pari désespéré. Le 7 décembre 1931, le Japon dépêcha 6 porte-avions avec plus de cartons d'avion, se dirigeant directement vers Pearl Harbor, et lança une attaque surprise contre un grand nombre de navires de guerre et d'avions américains, infligeant de lourdes pertes à la marine des États-Unis. Par la suite, Roosevelt déclara la guerre au Japon, ainsi qu'à l'Allemagne et à l'Italie. C'est ainsi que la Seconde Guerre mondiale atteignit sa plus grande ampleur. Par la suite, le président américain Roosevelt mit en œuvre une nouvelle stratégie, lançant la production de masses de porte-avions, d'avions de chasse et de chars, en vue d'une féroce contre-attaque contre le Japon. Simultanément, un grand nombre d'entreprises privées furent converties en usines militaires. Des sociétés comme Ford, qui produisaient des automobiles, se mirent à fabriquer des avions. Les entreprises de biens de consommation se reconvertirent dans la production d'équipements militaires. De plus, de nombreux ouvrières et civils devinrent rapidement des soldats, déterminés à résister au fascisme japonais. Immédiatement après, les États-Unis déchaînèrent leur feu de vengeance. En avril 1848, les États-Unis menèrent le raid Leyte. Plus de 20 bombardiers attaquèrent silencieusement le continent japonais. Ce raid aérien causa plus de 20 pertes en peutes japonaises et marqua le début de la guerre du Pacifique entre les États-Unis et le Japon. Le 3 mai, les États-Unis et le Japon s'affrontèrent lors de bataille de la mer de Corail, la toute première bataille de porte-taille à Portion de la Seconde Guerre mondiale. Le Japon fut vaincu, déjouant son plan d'invasion de l'Australie. Peu après, les États-Unis subirent un revers. Lors de la campagne des Philippines, le Japon défit les forces américaines et de nombreux prisonniers de guerre américains endurèrent des traitements cruels. L'ensemble des Philippines tomba également sous le contrôle japonais. Pour vaincre de manière décisive la marine américaine, le 3 juin, le Japon décida de lancer une attaque surprise sur la base américaine du Pacifique à Midway. Cependant, cette information avait déjà été interceptée par les services de renseignement américains qui dépêchèrent les Task Force 6 West Source CSS à Midway. Au cours de cette bataille, les 4 porte-avions japonais les plus puissants furent coulés par les forces américaines. Même la première flotte aérienne, jadis saluée comme les Gémeaux du Pacifique, fut décimée en une nuit. Dans cette bataille, les États-Unis remportèrent la victoire malgré leur infériorité numérique et matérielle, réussissant à inverser le cours de la guerre du Pacifique. En août, les États-Unis et le Japon s'engagèrent dans plusieurs mois de combats acharnés à Guadalcanal. Finalement, les États-Unis, grâce à leur avantage numérique, gagnèrent cette bataille. Par la suite, les États-Unis mirent en œuvre une stratégie de saut de puce Ceslan Hoping, capturant irrésistiblement de vastes zones de territoire sous contrôle japonais dans le Pacifique. En octobre de la même année, la Grande-Bretagne défie les forces allemandes lors de la bataille d'El Alamein en Afrique du Nord, plaçant l'Allemagne en position de désavantage dans la région. En novembre, les forces anglo-américaines, profitant de la défaite majeure de l'Allemagne, lancèrent des débarquements amphibies en Afrique du Nord. Sous la puissante offensive alliée, elles occupèrent rapidement les zones côtières d'Afrique du Nord. Le 7 mars 1973, les forces anglo-américaines lancèrent la campagne de Tunisie. Cette bataille dura 2 mois. Grâce à la supériorité alliée en armement, en équipement et en nombre, les forces de l'Aix furent complètement défaites. Plus de 230 soldats italiens et allemands furent faits prisonniers. Cela marqua la disparition complète des puissances de l'Aix sur le front nord-africain. Peu après, les forces allemandes et italiennes entamèrent un retrait complet d'Afrique du Nord. Immédiatement après,
les Alliés décidèrent de lancer une invasion amphibie de l'Italie continentale via la mer Méditerranée. Le 9 juillet, les forces anglo-américaines réalisèrent un débarquement de grande envergure en Sicile, capturant avec succès l'île. Ce débarquement non seulement défie les forces allemandes et italiennes, mais força également l'Italie à déclarer sa reddition. Le 16 juin, le général Esnaoui, commandant suprême des forces alliées, avait rassemblé Tullio de Siabletiet millions de soldats en Grande-Bretagne. Au même moment, le service météorologique allemand prédit que le temps dans la Manche serait exceptionnellement mauvais pour les jours suivants, rendant tout débarquement allié totalement inopportun. Par conséquent, Rommel quitta le front pour célébrer l'anniversaire de sa femme en Allemagne. Cette information fut rapidement interceptée par les renseignements américains. Le 6 juin, des millions de soldats alliés commencèrent les débarquements en Normandie. La plupart des forces allemandes, quelque peu complaisantes et prises par surprise, n'avaient pas établi de défense efficace et furent par conséquent mises en déroute. Cela permit aux Alliés d'occuper rapidement de vastes zones de Normandie. Avec les renforts continus des forces anglo-américaines, après 2 mois de combats acharnés, la Normandie allemande tomba complètement. Par la suite, les forces alliées se dirigèrent vers Paris en France comme une force de la nature. En novembre, les forces anglo-américaines avaient occupé la France. Le 6 décembre 1934, dans une ultime tentative pour inverser la situation sur le front de l'Ouest, misait sur toutes les troupes d'élite de l'Allemagne nazie et lança sa dernière contre-attaque désespérée avant la défaite contre les forces alliées. Sous l'offensive de la Blitzkrieg allemande, les forces alliées furent initialement prises au dépourvu et reculèrent régulièrement. Voyant cela, les Alliés commencèrent à masser d'importants contingents sur le front de l'Ouest pour stopper la puissante offensive allemande. Les deux camps entrèrent dans une impasse prolongée. En raison de graves pénuries d'armes et d'équipements allemands, l'Allemagne se retrouva progressivement désavantagée. Au 6 janvier 1940, sous la puissante puissance de feu alliée, les forces allemandes furent une fois de plus repoussées à leurs positions initiales. Manifestement, le pari d'Hetler avait complètement échoué. Dans le théâtre du Pacifique, en février 1945, la bataille d'Iwo Jima éclata. Centaines de soldats japonais infligèrent de lourdes pertes à ethnocigneux soldats américains. Après un mois de combats acharnés, les États-Unis sécurisèrent finalement Iwo Jima. Le teint marre, les États-Unis dépêchèrent successivement des centaines de bombardiers pour mener le plan de bombardement incendiaire Opération Metentinkus, lançant des raies aveugles sur Tokyo, au Japon. Selon les statistiques, environ 1000 victimes japonaises furent à déplorer et 10 civils supplémentaires se revinrent sans abri. Le 7 avril, la taille d'Okinawa éclata, la plus grande bataille de saut de puce de l'histoire. Au total, 400 soldats des deux camps y participèrent. Après plusieurs mois de combats acharnés, les États-Unis remportèrent finalement la victoire au prix de sinueuses pertes, tandis que les 109 soldats japonais présents sur l'île furent tous tués. Pendant ce temps, la deuxième flotte japonaise lance des attaques suicides contre l'armée américaine. Cependant, cette nouvelle fut rapidement interceptée par les renseignements américains. Malgré les attaques des pilotes kamikazes, la 5e flotte américaine, forte de sa puissance de feu, coula le cuirassé japonais Yamato et 9 autres navires de guerre. L'année mai 1935, l'armée rouge soviétique occupa entièrement Berlin en Allemagne, marquant la fin du théâtre européen de la Seconde Guerre mondiale. À ce stade, seul le Japon fasciste continuait de résister obstinément, mais ses jours est compté, le 6 juillet 1845, lors de la conférence de Amsterdam, les dirigeants de la Grande-Bretagne, des États-Unis et de l'Union soviétique exigèrent la reddition inconditionnelle du Japon. Ils avertirent que, sans cela, le Japon ferait face à une destruction rapide et totale. Cependant, cet avertissement fut rapidement rejeté par le Japon. Les États-Unis décidèrent alors de ne plus se retenir. Le 6 août, les États-Unis larguèrent une bombe atomique sur Hiroshima, au Japon. 3 jours plus tard, les États-Unis larguèrent une autre bombe atomique sur Nagasaki. Ces 2 bombes atomiques causèrent environ 31 victimes japonaises. Le Tokyo 1905, le Japon annonça sa reddition inconditionnelle. Ainsi, la Seconde Guerre mondiale prit officiellement fin. De 1939 à 1935, 165 pays et près de 1000 milliards d'individus furent entraînés dans le conflit, occasionnant plus de 9 millions de victimes.
Cette guerre a façonné la structure du monde pour les 50 années suivantes et a profondément modifié le cours de l'histoire humaine.